Et salut tout le monde, c'est Golden et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La saison NBA a repris son cours depuis maintenant presque 2 mois et on arrive mais on arrive vraiment, on est très proche de la fin de la saison. Il reste moins de 10 matchs pour à peu près toutes les équipes. Donc c'est important qu'on revienne sur certains événements qui se sont déroulés en ce mois de mars, notamment les 80 points de Bam Adebayo. On va en parler brièvement. On va pas revenir sur toute l'histoire, enfin, on va pas revenir en détail là-dessus, mais on va parler quand même sérieusement de ce match et de cette performance historique. Mais on va également revenir sur la malheureuse blessure de Cunningham et la dynamique des Pistons, comment ils vont faire. On va également revenir sur le retour inattendu de Jason Tatum, en tout cas il y a quelques mois, franchement on ne le voyait pas du tout revenir, et aussi de la course au MVP. Et ça va vraiment être le sujet numéro 1 de cette vidéo. Qui est-ce qui va remporter le titre de MVP? Parce que là, il y a vraiment 4 joueurs qui se tirent la bourre pour remporter ce trophée. Et on va voir de quel côté je suis et quel côté est vraiment susceptible de remporter ce titre. Donc, c'est parti pour la vidéo. On va commencer avec les 83 points de Bam Adebayo. Bon. 83 points. On va rentrer direct dans le cœur du sujet. Est-ce que je pense que c'est une perf incroyable ou est-ce que je suis déçu? Parce qu'il y a deux teams. Il y a deux teams par rapport à cette performance. Il y en a une qui est content pour Bam Adebayo, qui est impressionné parce que c'est 83 points et on va plus se prioriser cela, le fait qu'il ait mis 83 points, peu importe la situation. Et il y a une autre team qui du coup va prioriser le fait que non, en fait c'était contre les Wizards. Les 4-5 dernières minutes en tout cas du dernier quart-temps du match, c'était catastrophique. Voilà. Mais moi je suis dans la team de la nuance. Moi vous voyez, je suis un peu la Suisse. Moi je suis un peu le centre. Non, plus sérieusement, je suis plutôt de la première team. Mais je vais totalement comprendre les arguments des personnes qui ont vraiment été dérangé par, on va dire, la zizanie de la fin de match. Je ne l'ai pas vu entièrement. Moi, je regardais plutôt des résumés, donc j'ai pas vu comment s'est déroulée la chose, comment les mecs ont forcé les fautes pour jouer vite, etc. Mais une chose est sûre, je vais toujours prévaloir le fait qu'il ait mis 83 points plutôt que ça. Parce que je ne peux pas juger le match de Bam Adebayo sur les 5 dernières minutes du match. On est d'accord, c'est contre les Wizards. On est d'accord qu'on s'attendait. Vraiment, Bam Adebayo, c'est le dernier joueur. Vraiment, tu me dis, qui peut mettre plus 83 points? Enfin, qui peut mettre 83 points dans un match? Je vais jamais te citer Bam Adebayo. Mais il a fait. Donc, ça veut dire que les gars, il faut arrêter de bouder. Tout simplement, on ne peut pas le comparer à Kobe. Laissez Kobe en dehors de ça. Parce que je vois énormément de comparaisons par rapport à Kobe. Parce qu'en fait, forcément, les fans de Kobe sont déçus qu'il ait battu, qu'il ait dépassé Kobe de cette façon-là. Ça se comprend, mais c'est pas le plus important. Je pense que le plus important, c'est de saluer la performance de Bam. Il était dans un excellent jour parce que avant de mettre 83 points, les gars, il a battu son record en carrière à la mi-temps. Il a battu le record de la franchise au 3e quart-temps. Donc déjà, ça, c'est plus important pour moi que le fait qu'il ait tiré 43 lancers francs, qu'il ait tiré à 7 sur 22, qu'il n'a pas eu des excellents pourcentages. Et moi, je réponds à ça tout simplement par le fait qu'en fait, c'est Bam Adebayo, les gars. Faut pas oublier que c'est un mec qui était à 18 points de moyenne juste avant le match. Donc moi, ça me choque pas qu'il ait autant tiré. Enfin, en fait, quand ils ont compris qu'il y avait un truc à faire, il a commencé à forcer, on a commencé à lui donner tous les ballons. Et le contexte est particulier et différent des autres perfs à 70 points et de la perf à Kobe. De Kobe. En fait, le match, c'était un no-match, franchement. On va pas se mentir. Alors que, pour le coup, récemment, que ce soit les Damian Lillard, Donovan Mitchell, Embiid et Luka, leur perf à 70 points, c'est des matchs un peu plus serrés. Et c'est des mecs qui... lors de la saison qu'ils ont réalisé, c'était quasi les meilleurs scores. Genre, en termes de scoring, en termes de moyenne de points, Bam Adebayo, c'est le dernier dans tous les joueurs qui ont mis plus de 70 points. Donc, ça explique un petit peu les pourcentages un petit peu
les pourcentages moindres. Et moi, en fait, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je vais pas dénigrer la performance pour autant pour ça. En fait, justement, je comprends mieux. Si Bam Adebayo a mis 83 points, c'est qu'il y a eu 43 dans ses francs de tirer, justement. Maintenant, il faut les mettre, évidemment. Il les a mis, tant mieux pour lui. Fin du débat. Je vais pas dénigrer une performance à 83 points juste parce que, juste à cause de 5 minutes et 43 lancers francs. Au bout d'un moment, le plus important, c'est la performance. Genre, c'est la deuxième plus grosse performance, en tout cas la plus grosse performance de l'ère moderne, parce que les 100 points de Will Chamberlain, il faut remonter à super loin. C'était dans une autre NBA. Et félicitations, tout simplement. Vraiment, je pense que faut pas faire comme si c'était pas ouf. Parce que c'est Bam Adebayo. Ça, je pense que c'est une erreur. Maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il veut par rapport à cette performance. Mais moi, quand je vois des avis, et je pense surtout à certains analystes de NBA Extra, de penser qu'ils vont oublier la performance parce que c'est Bam Adebayo et qu'il a forcé de ouf, c'est pas vrai, les gars. Franchement, cette performance, on va jamais l'oublier. Tout simplement parce que déjà, il a mis 83 points et que c'est Bam Adebayo. Le fait justement que ce soit Bam Adebayo, pour moi, c'est une raison encore plus. C'est une raison de plus qui fait qu'on ne va pas oublier cette performance. Parce qu'en fait, c'est une anomalie. C'était pas censé arriver. Bam Adebayo n'était jamais censé mettre 83 points dans un match, selon nous. Sauf que c'est arrivé. Et en fait, on ne pourra jamais rien y faire. Donc et en plus, le fait que ça devienne la deuxième plus grosse perf all-time, même si c'est encore Bam Adebayo, on ne peut pas oublier, les gars. Vous ne pouvez pas dire que vous allez oublier dans 2 semaines. Non, les gars, c'est même une perf. Genre, c'est une perf, c'est un main event de l'année au global. Donc, en fait, ça dépasse même le sport. En fait, dans toutes les disciplines sportives, cette perf, c'est la plus grosse perf de l'année. À part si c'est passé quelque chose dans un autre sport, dans une autre discipline que je ne connais pas, faut me dire. Mais les gars, 83 points. Genre, c'est le troisième match à plus de 83 points. À 80 points, pardon. Genre, on ne peut pas oublier ça. Et peu importe ce qui s'est passé, genre, que ce soit un vieux match ou non, que ce soit contre les Brésiliens ou non, les gars, c'est 83 points. Et on accepte le fait que non, la fin de match a été caca, c'était du caca boudin, c'était n'importe quoi. Mais il a quand même mis plus de 40, il a plus de 40, 42 points en mi-temps. Déjà ça, je ne vais pas me concentrer sur les 10 derniers points qu'il a mis sur les 83, alors que les 70 qu'il a mis quand même, c'est une dinguerie. Genre, voilà. Je ne sais pas si je dois argumenter plus sur le fait que c'est une performance à respecter plutôt qu'à dénigrer. Maintenant, il faut la nuancer parce que le contexte est très particulier. Il ne ressemble à aucun contexte qu'on a vu dans les perfs à plus de 70 points. Euh, Peut-être Devin Booker, c'était dans une défaite. Donc j'irais non. Donc je pense c'est ça aussi qui fait qu'il y a une controverse, c'est que c'est la deuxième plus grosse perf au scoring. Et l'enjeu du match n'était pas le même, c'était pas celui qu'on retrouvait dans les autres matchs. Et après, j'ai envie de te dire, les 100 points de Wilt, je sais pas c'était quoi le contexte du match non plus, mais bref. Il a mis 100 points, il a mis 100 points. Bam Adebayo a mis 83 points, il a mis 83 points. Et voilà, hein. Et en plus, ils étaient dans une bonne dynamique à ce moment-là, les Miami, le Miami Heat, même si là, ils ont perdu quelques matchs d'affilée. En tout cas, félicitations à Bam Adebayo. Maintenant, on va parler de mon gars Jason Tatum et de son retour en NBA cette saison. Jason Tatum est revenu en NBA alors qu'on pensait qu'il allait manquer toute la saison à cause de sa rupture du tendon d'Achille qu'il a subi lors des playoffs de l'année dernière. Franchement, je salue, je salue le physique parce qu'en fait, je salue la récupération, la détermination qu'il faut avoir parce que il y a le mental qui a dû jouer. Le mec, il s'est efforcé de revenir et il est revenu et à un niveau forcément moindre. Faut être fou pour penser qu'il va refaire les mêmes stats l'année dernière, surtout dans le contexte dans lequel les Celtics sont en train d'évoluer. Là, actuellement, le franchise player, c'est Jaylen Brown, pardon, et il est il joue à un niveau incroyable. C'est un calibre MVP. Actuellement, il est top 5 si je ne me trompe pas.
et ce qui est mérité. En tout cas, par rapport à Jason Tatum, comme je le disais, c'est incroyable qu'il ait pu revenir parce que Tyrese Haliburton, pour le coup, c'est pas le cas. Et même les autres joueurs ne sont. Genre, c'est l'un des joueurs qui est revenu le plus rapidement d'une rupture du tendon d'Achille. Et pour le coup, on voit à quel point c'est un joueur incroyable parce qu'il revient quand même à quasi 20 points, presque 10 rebonds et presque 4 passes. Les pourcentages sont en baisse malheureusement, et ce qui est complètement compréhensible, mais il arrive totalement à se greffer dans ce nouveau système dans lequel les Boston Celtics évoluent. Et franchement, ça c'est vraiment, vraiment incroyable. Là, actuellement, il a joué 10 matchs. Et récemment, dans une victoire contre Atlanta, il a quand même mis 26 points. Il me semble que Jalen Brown était absent et il a supporté son équipe. Je me trompe parce que on a, comment il s'appelle? Peyton Pritchard qui sort du banc et qui met 36 points. Encore une fois, ce mec est trop fort, par pitié. C'est vraiment une folie. Mais vraiment, les gars, en fait, je sais pas si on réalise vraiment le fait qu'il est revenu au plus haut niveau. Genre, rupture du tendon d'Achille, c'est. Genre, c'est pire que rupture du ligament croisé, si je me trompe pas. Généralement, c'est plus long. Enfin, ouais, généralement, c'est plus long de récupérer du tendon d'Achille. Mais le mec a su revenir. Il joue en NBA dans la deuxième meilleure équipe de l'Est. Il joue pas, genre, il joue pas chez une équipe mid ou moyenne, je sais pas, chez les Wizards, ou je sais pas quoi. Il pouvait prendre son temps. Il est revenu chez les Celtics, les gars, et il tourne à quasi presque 20 points. Genre. Et franchement, là, je suis désolé, on est obligé de remettre du respect sur le nom de Jason Tatum. Je vais prendre quelques minutes pour faire des éloges à ce monsieur parce que je pense sincèrement qu'avant sa blessure, c'était le meilleur joueur américain. Le mec était calibre MVP, il a déjà mis plus de 30 points de moyenne et il a longtemps été le meilleur joueur de la meilleure équipe parce que les Boston Celtics ont fait plusieurs saisons en tant que première équipe de la ligue, il me semble, hein. En tout cas, ils l'ont fait déjà au moins une fois et plusieurs fois à l'Est. Donc, vraiment, Jason Tatum, c'est un joueur sur lequel on met pas assez de respect, sûrement par rapport à son caractère, sa personnalité, que certains trouvent un petit peu trop, pas forcément blasé, mais les gens ne vont pas forcément s'identifier à Jason Tatum comme ils vont s'identifier aux autres superstars. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait, le mec domine et le mec a vraiment une énorme palette offensive. Il est bon défensivement. C'est le meilleur joueur en fait juste de la meilleure équipe. Comment on peut pas mettre de respect juste parce que le mec est un petit peu trop blasé, un petit peu pas, non pas forcément blasé, mais un petit peu trop gentil ou je sais pas quoi. Il n'est pas dans cette identité du trash talk, de bomber le torse, tu vois, de l'orgueil, une identité orgueilleuse qu'on voit souvent en NBA. Je trouve ça vraiment dommage de dénigrer le joueur par rapport à ça. Mais je pense qu'en fait, déjà, sa blessure a fait mal à tout le monde et le fait qu'il ait pu revenir a mis énormément de respect. Et j'espère que son image aujourd'hui va commencer à se redorer et qu'on va mettre du respect sur Jason Tatum parce que c'est un excellent joueur. Et enfin, ça, actuellement, en tout cas, on va prendre l'année dernière actuellement. Voilà, quoi. L'année dernière, le mec, c'est top 10 NBA depuis quelques années et il n'a que 27 ans. Il vient d'avoir 27, là, si je ne me trompe pas. Et c'est un joueur super overall. Ouais, il vient d'avoir 28 ans. Toto, 28 ans, daron célibataire, à part s'il y a une femme qu'on ne connaît pas. Poto, il porte sa famille et son équipe sur son dos et vous manquez de respect sur le monsieur. Alors que le mec, contre Philadelphie, là, c'était quand? C'était en 2023-2024. Je sais pas si c'est l'année de la bague ou avant. Game 7 contre Philadelphie. Le poteau, 51 points, record. Record de points sur un Game 7. Mais s'il vous plaît, mettez du respect sur Jason Tatum. Vraiment, je vous jure, j'ai l'impression que on manque trop de respect. Et en plus, quand il gagne sa bague, voilà. Là, c'est vraiment le point culminant du manque de respect. Vraiment, je pense qu'on se souvient tous des TikTok qu'il y avait sur Jason Tatum quand il célébrait son titre. Quand il disait oui, ça se moquait de lui parce qu'il disait qu'il copiait Kobe, copiait King Garnett, il copiait Stephen Curry, il copiait tout le monde.
qui n'avait pas de personnalité. Oh, laissez le mec tranquille, il a gagné. Laissez... Ah, purée. Non, vraiment, je tenais vraiment à mettre du respect sur son nom, parce que pour moi, c'est important et je trouve que c'est un joueur, vraiment, c'est le meilleur joueur qui est moins respecté. Tous les autres joueurs, tous les autres gars du top 10, pour le coup, il n'y a pas de souci. Lui, ça pêche un petit peu. Mais en tout cas, gros respect à Just Tatum pour être revenu. Le mec, franchement, les gars, s'il revient et en plus, il gagne une bague avec son équipe, mais bon. Là, pour le coup, je pense qu'il aura un rôle moindre et que ce sera vraiment Jaylen Brown qui va être en, en première option. Mais genre, c'est devenu un contender sérieux. Déjà qu'à la base, beaucoup voyaient les Celtics être dans le milieu de la conférence Est. Les gars, ce qui était le cas pendant quelques semaines, quelques mois. Mais en fait, Joe Mazzulla, il a dit, attends, on va faire ça, on va ranger. À la trade line, ils ont fait des ajustements. Là, les Celtics, ils sont partis pour... Vraiment, attendez, on va regarder. Ils sont partis pour faire une bonne série de playoffs. Maintenant, on va regarder le classement un petit peu et on va voir contre qui ils peuvent tomber. Actuellement, ils sont deuxième du coup. Et si on suit le classement, ils devraient tomber contre Philly. Philly, en pleine forme, ça peut être une équipe un peu relou à affronter en playoff. Mais je ne pense pas me tromper que les Celtics passent contre Philly en 7. S'ils passent, ils seront, il me semble, ils seront en demi-finale contre les Pistons qui auront forcément réussi leur premier tour contre que ce soit le Miami, non, Orlando plutôt. Et bon, franchement, Boston, c'est au moins demi-finale de conf. Donc, ce qui reste une perf honorable. Maintenant, on peut attendre un peu plus des Celtics, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, en début de saison, on ne les voyait pas du tout là. Ils ont plus de Porzingis, ils ont plus Alaphor, ils ont plus du Holiday. On s'est dit c'est une nouvelle équipe, on ne sait pas à quoi s'attendre. En fait, ils ont su se réinventer, développer les jeunes joueurs qui sont arrivés comme les... comment ça s'appelle? Il y a un Espagnol et Charman, vraiment même Nemasqueta. Waouh! Nemasqueta, si je ne sais pas si je prononce bien, incroyable. Le move de Vucevic, mais c'est du génie. Hein. C'est du génie. Et les Bulls, je ne vais pas en parler, mais c'est pas grave. Je ne comprends pas c'est quoi leur objectif avec les trades ces dernières années. Donc vraiment, big respect sur les Boston Celtics et Jason Tatum cette saison. Et aussi sur Jaylen Brown qui joue un calibre MVP, ce qui est très impressionnant. Maintenant, on va passer à la suite. On va parler un petit peu de la malheureuse blessure de quelques games. On va revenir légèrement là-dessus. Et pour le coup, franchement, ça m'a fait vraiment très très mal. Kate Cunningham s'est blessé et Kate Cunningham, lors de son dernier match contre les Wizards, s'est blessé. Il a un pneumothorax et c'est vraiment une nouvelle terrible pour les Detroit Pistons qui sont premiers de la conférence Est et qui étaient partis pour faire un run de playoff incroyable. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'attentes envers cette équipe et je pense qu'ils peuvent aller très loin. Je ne serais pas choqué qu'ils arrivent à aller en finale de conf de la conférence Est ou en finale NBA. Moi, j'ai beaucoup d'attentes sur j'ai beaucoup de bonnes attentes, de grosses attentes plutôt envers cette équipe. Mais malheureusement, son leader, et pour le coup, on parle vraiment d'un mec qui est dans le top 6 actuellement du ladder MVP, qui se blesse vraiment à un moment qui n'est pas vraiment pas un bon moment pour les Detroit Pistons. Et actuellement, il va être réévalué dans 2 semaines pour voir comment ça se passe. Mais j'espère sincèrement qu'il sera de retour pour les playoffs parce que je trouve que les Pistons, bien que grâce à JB Bickerstaff, grâce à Jalen Duren et évidemment tous les autres joueurs des Detroit Pistons, ils ont réussi tous ensemble à se hisser à la première position de la conférence Est.
mais je ne pense pas me tromper sur le fait que son leader, le meilleur joueur, c'est Kekingam, et que si ils sont arrivés jusque-là, bah, c'est grâce à lui, qui est vraiment en termes de leadership est incroyable cette année. Il poursuit, en fait, il évolue correctement. En fait, genre, chaque année, il a su être meilleur. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 3 ans, les gars ont enchaîné 28 défaites d'affilée. Et revenir à ce niveau, c'est en majeure partie grâce à Kate Cunningham. Donc, c'est pour ça que vraiment la nouvelle est terrible. Et on espère que ça va lui, que vraiment ça va pas lui permettre de manquer les playoffs et qu'il va aussi revenir à un niveau semblable à celui qui maintenait pendant toute la saison. Parce que sinon, s'il revient à moitié, là, ça sert à rien. Les Pistons, ils vont pas performer. Et le point qui est important aussi et qui fait débat, enfin, pourquoi cette blessure elle est terrible, et aussi par rapport aux récompenses de fin d'année, les récompenses euh, individuelles que peuvent recevoir un joueur NBA, en tout cas un joueur de purée de son talent. Normalement, Kate Cunningham, c'est All NBA cette année. Mais comme il va manquer des matchs, du coup, à cause de la fameuse règle des 65 matchs, il ne sera donc pas éligible au All NBA ou aux autres récompenses s'il était dans la discussion. Mais non, en vrai, il était plus dans la discussion du All NBA. Mais il va manquer en fait cette récompense qui est quand même importante. Et vraiment, ce cas-là particulier est un argument plus pour que cette règle change, qu'elle soit modifiée ou qu'elle soit complètement supprimée même. Moi, je ne suis pas d'avis de la supprimer, mais je pense que ce serait bien d'essayer de diminuer les matchs. Maintenant, la raison pour laquelle cette règle a été mise en place, c'est parce qu'il y avait beaucoup de load management et les superstars se reposaient beaucoup des fois et forcément, ils ont voulu contrer tout cela. C'est comme, par exemple, si je reprends le tanking de certaines équipes qui devient un peu trop abusif. Donc, par exemple, Utah qui a été sanctionné par la NBA pour un tanking trop abusif, ça peut les pousser à mettre en place une règle. Sauf qu'au bout d'un moment, cette règle, on va subir un autre cas où, en fait, on va repenser à enlever une règle qui empêche le tanking abusif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour le coup, en réalité, on pensait que 65 matchs, donc 17 matchs manqués, non, si, ça autorise 17 matchs manqués, on s'est dit que ça pouvait être une bonne chose. Sauf qu'en fait, là, on voit que avec l'augmentation du niveau d'intensité des matchs NBA, les superstars, et toutes les superstars, tous les mecs qui étaient dans la conversation MVP, en tout cas, on va en revenir juste après, mais Luka, Jokic, Shai et Victor Wembanyama, tous ces mecs se sont blessés à un moment et vraiment leur éligibilité a été remise en question. Là, Jokic, il lui manque un match et Doncic, il lui manque 2 matchs, je crois, à manquer pour qu'il ne soit plus éligible. Et franchement, pour le coup, ah non, ça c'est impossible. On peut pas, juste parce qu'il n'a pas joué 65 matchs, on peut pas dire que un mec, un pivot qui est en triple-double pour la deuxième année consécutive, qui est encore meilleur que l'année dernière, n'est pas éligible, n'a pas son mot à dire dans la course au MVP. Qu'on ne calcule pas son nom et qu'on ne le met pas dans les All-NBA. Non, c'est pas possible. Victor Wembanyama qui fait une saison incroyable juste parce qu'il a manqué des matchs, parce qu'il a eu des blessures au mollet, si je ne me trompe pas, qu'il ne soit pas éligible au titre de Boy. Et la même chose pour Luka qui fait une série de matchs incroyables. Mais là, je m'égare. On va rester sur Cunningham. Il est à règle 65 matchs. On ne peut pas dire que juste parce que tu n'as pas joué 65 matchs, tu n'es pas éligible à tout cela. En réalité, 65 matchs, c'est énorme. Les 65 matchs, en fait, comment dire, 82 matchs dans la NBA d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec 82 matchs, même dans la NBA d'il y a 10 ans. Même pas besoin de revenir dans les années 2000, 90, 80. Juste il y a 10 ans, c'était pas pareil, encore une fois. Donc, moi, je suis d'avis qu'il faut diminuer les matchs. On peut passer à 60 ou 55 matchs. Je pense que c'est assez bien déjà. Et franchement, je suis désolé. Tu sais, même des fois, il y a des matchs
s'ils les ont pas joués, c'est pas grave. Je sais pas, par exemple, les Nuggets, si Jokic il se repose pendant un match contre les Nets, on s'en fiche. Laissez-le se reposer. Et c'est super important, mais vraiment, la NBA, comment elle enchaîne les matchs avec les back-to-back, tout ça, c'est compliqué de suivre le rythme. Et l'effort demandé aujourd'hui, il est colossal. Genre, même pour des, genre une flopée de mecs qui font partie des meilleurs athlètes actuels, vous voyez, c'est compliqué à suivre, vous voyez. C'est très facile de se blesser et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. On peut penser à la solution de même, réduire les matchs pour qu'ils se blessent moins et qu'ils puissent mieux enchaîner, mais ça c'est impossible, ça n'arrivera jamais à cause des droits TV, à cause de... Depuis le début de la NBA, ils font 82 matchs, ils vont jamais changer. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout par rapport à Kekingam. On lui souhaite énormément de courage, beaucoup de soutien et qu'il puisse revenir à un bon niveau pour que les Pistons puissent franchement performer au playoff parce que ce serait vraiment dommage après ce qu'ils ont, la petite injustice qu'ils ont vécue contre les Knicks l'année dernière. Franchement, moi je serais même heureux pour les Pistons s'ils arrivent à aller en finale. Vraiment, pour le coup, ce sera incroyable. Mais pour ça, il faut qu'il puisse revenir à un niveau incroyable. Et même, il me semble qu'il est blessé aussi. Big Stu, Isaiah Stewart, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il est blessé aussi. C'est leur meilleur défenseur s'il n'est pas là. Ouais, il est out aussi. Vraiment, je souhaite de... En fait, pourquoi je souhaite ça? Parce qu'en fait, les gars, si on a tout le monde dans chaque équipe au complet, les gars, je vous jure qu'on va assister au meilleur playoff de l'histoire de la NBA. Vraiment, à l'ouest et même à l'est, bon, plus à l'ouest, on va pas se mentir, ce qui est en train de se passer, les gars, c'est incroyable. Notamment avec 4 gars qui sont en train de mener leur équipe au top de la conférence ouest. On va parler de la course au MVP, les gars, avec Victor Wembanyama, Shai, Luka et Jokic. Bon, par où commencer ou par qui commencer pour traiter de la course MVP qui est encore plus tendue que l'année dernière parce que ça joue entre 2 joueurs. Mais là, il y a Victor Wembanyama et Doncic qui viennent nous casser la tête encore. On a des maux de tête, les gars, j'en peux plus. J'en peux plus. Ils ont chacun leur argument. Je pense que je vais commencer par parler par commenter la dernière annonce, les mouvements qu'il y a eu au MVP Ladder et qui a pas mal fait bouger Internet parce que Victor est passé premier devant Shai. Franchement, Shai était top 1 depuis des mois maintenant, je pense. Il est passé top 1 et Luka est descendu à la 4e place et Jokic lui est passé devant. Donc on a un top 3, Victor, Shai, Jokic. Et bon, et Doncic si on considère le top 4. Quand j'ai vu ça, quand j'ai appris ça, j'étais pas trop d'accord avec les changements qu'il y avait eu. Et après mieux réflexion, je suis encore moins d'accord. Pourquoi? Je pense que même si ça se base, même si le MVP Ladder n'est pas représentatif de le résultat final, il se base plus sur la dynamique actuelle. Enfin, les changements se basent plus sur la dynamique actuelle, évidemment la saison globale. Je peux comprendre que Victor soit récompensé, mais qu'il passe devant Shai, je pense pas trop. Je pense pas que Shai a eu une baisse de régime qui fait et Victor Wembanyama a une hausse de régime qui fait que les places changent. J'ai plutôt l'impression que le discours qu'il a eu récemment a influencé justement ce changement au MVP Ladder. Maintenant, concernant Doncic qui passe à la 4e place et Jokic qui passe à la 3e place, je suis pas d'accord sur ce mouvement, pas parce que... Enfin, surtout parce que Doncic est en pleine montée de régime. Jokic aussi, mais c'est légèrement moindre. Et en fait, je pense pas que ça nécessite un changement. Je pense pas que les perfs... Et encore, en fait, ça fait tellement blasphème ce que je vais dire. J'allais dire que j'ai pas l'impression que les perfs de Jokic
sont tellement plus impressionnantes. En tout cas, la dynamique qu'il a est plus impressionnante. Alors que le mec fait des triples-doubles. Les 4 derniers matchs, il me semble il est en 20, 16, 16, un truc du genre. Mais aucun sens. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, Doncic, il a enchaîné. Sur les 12 derniers matchs, ils sont en 11-1, les Lakers. Et vraiment, il a 40 points de moyenne. Il a mis quelques triples-doubles aussi. Et il a une meilleure dynamique que celle des Nuggets. Et après, au final, le bilan, ils sont au-dessus de un match. Genre, ils sont en 48-26, les Lakers, et les Denver, ils sont en 47-28. Je dis pas que Jokic ne mérite pas sa troisième place, mais j'avoue que ça ne justifie pas forcément le fait que Doncic descende. Parce qu'il n'a pas moins bien joué, et je trouve pas que Jokic a... En fait, c'est trop bizarre de dire ça. Vraiment, encore une fois, le mec est en triple-double et tout, je suis en mode... Ah, et tout. C'est pour ça que ça me casse la tête, cette course au MVP. Parce que j'ai l'impression que chaque argument que tu vas utiliser pour favoriser l'un, en fait, n'en est pas réellement un. Parce qu'ils ont chacun leur profil, ils ont chacun leur argument. Je pense juste qu'au final, ils n'avaient pas besoin d'interchanger Jokic et Doncic et Victor et Shai. Voilà. Pour moi, le MVP de la saison, si je prends toute la saison globale, je suis plus d'avis cette saison que ce soit... Ah là 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 là. Moi, je serais en accord que ce soit Jokic. Mais si c'est Shai, je suis en accord aussi. Je suis juste en mode Jokic, Shai. Vous voyez, Shai, il continue sa série de 20 points. Il a fait un départ avec son équipe. Les gars, il est en 24-0. En fait, je pense que ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est l'argument numéro 1 que les autres n'ont pas. Le départ en canon, on se posait des questions s'il allait battre le record des Warriors et tout. Malheureusement, voilà. Il y a une baisse de régime et ils sont fait détruire par les blessures. Les Nuggets aussi. Pour le coup, ce qui explique un petit peu leur dynamique et le fait... En fait, pour le coup, je ne sais pas si c'est vraiment les blessures qui expliquent le fait qu'ils aient du mal à battre certaines équipes. Parce que... Voilà, ils ont eu un petit peu de mal contre Utah, je crois. J'ai pas vu le match, je vais pas mentir. Contre les Mavericks, merci Jamal Murray d'avoir mis 53 points. Ils gagnent que de 2 points contre les Suns. Vous voyez, ça, c'est des matchs. Je pense que le Thunder, les Spurs et les Lakers, ils auraient roulé dessus avec la dynamique qu'ils ont actuellement. Donc je pense en fait, encore une fois, ce qui pêche pour Nikola Jokic, c'est son équipe. Ses perfs, parce qu'en fait, on sait très bien que le collectif, c'est important dans cette récompense qui est le MVP. Donc, on ne peut pas négliger ça. Mais moi, franchement, je suis quand même d'avis pour lui donner parce que, en fait, je prends quand même l'ensemble de la saison dernière. La saison dernière, j'avoue que j'étais plus du côté de Shai, mais c'était complètement compréhensible qu'il soit MVP. Et là, pourquoi je change d'avis? Parce que je trouve que ce qu'il fait, je trouve qu'il a été encore plus constant. Après, c'est pas... Je peux dire ça pour tout le monde. Mais je trouve que avec les matchs récents qu'il fait, en fait, il fait ça encore mieux. Il fait ça encore mieux que l'année dernière. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, en fait, j'ai envie de lui donner le titre d'MVP à Jokic. Et c'est vrai que j'ai pas forcément envie de le donner à Victor. Même si, franchement, je suis grave pour les Spurs. Mais Victor, moi, je pense sincèrement que s'il ne passe pas premier de l'Ouest, je serais pas trop cordé avec son titre de MVP. Maintenant, il le mérite. Il le mériterait si il le remporte. Mais je pense que vraiment, pour Wemby, ce qui pourrait, entre guillemets, clore le débat et leur donner un avantage considérable, j'ai du mal à parler, dans cette course de MVP, c'est le fait que son équipe soit la meilleure de la ligue. Et pour ça, son équipe a besoin je vais regarder les standings.
Là, ils sont 58-18. Oklahoma est en 58-16. Ça se joue à rien, vous voyez. Et en fait, on peut très bien lui donner comme ça, mais vraiment, Shai est resté constant. Et en même temps, il a toujours été constant, il le sera toujours. Son équipe l'a toujours été. Forcément, il évolue dans un collectif qui l'avantage. Shai, on va pas se mentir, mais c'est la vie, tout simplement. Et je pense vraiment que, bien que il soit le meilleur défenseur, dans la course d'MVP, c'est un argument pour lui, mais c'est pas un critère qu'on va énormément favoriser. Ce qui est dommage, mais ce qui est vrai. Et Shai, en fait, j'avoue que je vois pas pourquoi il est passé deuxième, hein, honnêtement. C'est pas frauduleux, on va pas se mentir. On nuance tout simplement, on essaie de mettre de vraiment parler sur les détails. Mais là, on a les 4 meilleurs joueurs du top 4 de la conférence Ouest. Ça veut dire que j'ai mal à la tête là. J'ai mal à la tête. Franchement, pour terminer cette vidéo, même si j'aimerais bien que Jokic l'ait, si Victor là, oh, je serais content de ouf. Mais je pense que celui qui l'aura, c'est Shai. Pour terminer justement le débat, je pense que cette course MVP, elle va être remportée par Shai parce que si on regarde les derniers matchs, ils sont sur une bonne dynamique. Ils viennent de perdre contre Celtics. Mais là, ils vont jouer contre New York, Detroit, Los Angeles, Utah, Los Angeles, LA, Denver, Phoenix. Là, sur comment ils vont dominer, parce qu'ils vont jouer contre des top équipes de la ligue. Là, je pense vraiment que la confrontation, la double confrontation contre les Los Angeles Lakers, elle va donner celle-là, plus la confrontation pour Denver, elle va répondre à la question si Shai mérite vraiment son titre de MVP, plus que Luka, plus que Jokic, plus que Victor. Et si on regarde les matchs des Spurs, je pense que là, ils vont jouer contre les Bulls, c'est free. Ils vont jouer contre Denver. Ils vont jouer deux fois contre Denver. Donc là aussi, vous voyez, en fait, c'est bien. Mais en fait, vous voyez comment Dieu fait bien les choses. Regardez. Donc là, on voit que Denver va jouer contre OKC et les Spurs. Les Lakers vont jouer contre Denver. Les Lakers vont jouer contre OKC. Ouais. Et attendez. Enfin, Denver, du coup, OKC, Spurs, ça j'ai dit. Les Spurs, ils vont jouer contre Denver 2 fois. Et pas d'autres top équipes, mais ils ont dominé pendant l'année. Hein. Franchement, il me semble que c'est eux qui ont le meilleur bilan si on prend le top 4 de chaque conférence. Si je ne me trompe pas. Et par rapport aux Lakers, on va regarder est-ce qu'ils affrontent une autre top équipe. Parce que ce serait un bon argument pour le cas. Parce que vraiment, je pense vraiment que la course, ça va se jouer sur ça, les gars. Ils jouent, quoi, du coup. Il n'y a que OKC qu'ils affrontent en top équipe. Il y a Cleveland. S'ils perdent contre Cleveland, c'est chaud, mon gars. S'ils perdent contre Cleveland, c'est chaud. Donc là, les gars, soyez bien attentifs durant les 8 derniers matchs, ces 2 dernières semaines. On va vraiment avoir la réponse de qui sera le MVP de l'année. Est-ce que ce sera Shai pour un back-to-back? Est-ce que ce sera Jokic pour un 4e titre? Est-ce que ce sera Wembanyama pour le titre d'MVP obtenu, enfin le plus jeune joueur à être MVP? Est-ce que ce sera Doncic pour la première fois de sa carrière avec les Lakers avec LeBron? Franchement, on aura la réponse d'ici quelques matchs. En attendant, je vous souhaite
de passer une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi vos avis dans les commentaires concernant les 83 points de bas, même si j'en parle vraiment 30 semaines après tout le monde, concernant du coup le retour de Jason Tatum, ce que vous pensez de ce joueur, aussi la situation de Cunningham et les 65 matchs, et évidemment je veux vos avis sur la course au MVP, pourquoi vous pensez que un tel va gagner plus que d'autres, pourquoi vous êtes d'accord que le MVP ladder est comme ça. J'ai hâte de voir en commentaire vos avis, et en attendant je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Franchement, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Golden. Je vous dis bye et je vous fais des gros bisous.